Il est 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour votre rendez-vous du vendredi soir face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Cher Geoffroy Lejeune, bonsoir. À tous les deux. Philippe de Villiers, pour commencer cette émission, je vais vous montrer une carte. Une carte et vous allez devoir me dire si ça vous dit quelque chose, si ça vous rappelle un souvenir. Il n'y a rien qui est inscrit, hein. C'est une carte de la France avec beaucoup de rouge et un peu de bleu. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le rouge, c'est le nom. Vu par les bleus. C'est exactement ça. En rouge, c'est le non. En bleu, c'est le oui. Et on va basculer en mai 2005, 29 mai 2005. C'était donc il y a un peu plus de 20 ans, 21 ans, 21 ans très précisément. Et c'est l'anniversaire du référendum sur le projet de constitution européenne. Et on aura, je vais vous commencer cette émission par une archive. Vous êtes invité par Patrick Poivreau d'Arvor sur cette émission sur TF1 20 jours avant le référendum. Il y a tout le monde sur le plateau. Vous avez Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou, j'ai encore Jean-Marie Le Pen, Monsieur Besancenot également. Et vous allez expliquer aux Français pourquoi vous dites non à cette constitution. Philippe de Villiers, vous avez été un des premiers à tirer, si je puis dire, pour le camp du non. Ben moi, mon nom est un nom d'abord de survie, parce que je ne veux pas que la France perde la maîtrise de ses lois. C'est l'article 6 du texte de Constitution. La maîtrise de ses frontières, de son territoire, c'est l'article 265. La maîtrise de sa politique étrangère, etc. C'est-à-dire la maîtrise de son destin. Donc un nom de survie pour la France et un nom de projet d'avenir pour l'Europe. Moi, je veux une Europe qui soit remise d'aplomb, c'est-à-dire une Europe qui soit vraiment européenne, donc sans la Turquie qui figure à la page 165 en toutes lettres de l'acte final de cette Constitution. Mais pas pour dire qu'elle doit rentrer. Elle est dans l'acte final. Et l'acte final, c'est l'instrument juridique qui authentifie un texte, comme article 10 de la Convention de Vienne sur les traités. Donc ça veut dire que c'est une grave imprudence pour ceux qui, aujourd'hui, nous disent, comme Jacques Chirac, « Ah, mais la Turquie, c'est dans 15 ans, c'est pour plus tard », alors que la négociation va commencer le 3 octobre prochain, à Bruxelles, et que la seule manière de suspendre cette négociation, moi je préfère qu'on la suspende tout de suite que trop tard. Il vaut mieux interrompre une négociation, Patrick Poivreau d'Arvor, avant qu'elle ait commencé, plutôt que de l'interrompre quand elle est terminée. Donc une Europe qui soit européenne, une Europe qui soit démocratique. Si on veut baisser la TVA, je ne vois pas pourquoi on est tous tournés vers Bruxelles. On le fait, notre Parlement, ou alors on n'est plus une démocratie. Et troisièmement, une Europe qui soit protectrice, je pense en cet instant au textile européen, qui soit protectrice de nos emplois et de notre sécurité, et non pas une Europe passoire. L'Europe passoire, Geoffroy Lejeune. C'est drôle, on sent chez ceux qui votaient oui une lueur de panique dans les yeux quand vous parlez. Philippe, on est 21 ans après. Quelle analyse faites-vous du résultat de ce vote et des conséquences ? D'abord, je voudrais dire un mot sur la date qui était symbolique. Un jour, j'ai dit à Jacques Chirac, pourquoi vous avez choisi le 29 mai ? Il me dit, pourquoi pas ? Je dis, mais 29 mai, c'est le 29 mai 1453, la chute de Constantinople, la chute de Byzance, l'Éternel, la transformation de Sainte-Sophie en une mosquée, non ? C'est quelque chose de prémonitoire. Ensuite, sur le fond, ce que j'ai voulu expliquer avec d'autres, c'est que si on voulait sauver l'Europe du traité de Rome, il fallait prendre garde au chassé-croisé suivant. Nous allons passer, disais-je, d'une Europe de la préférence communautaire, ce qu'on appelait le marché commun, à une Europe du libre-échange mondialisé. Bien vu, non ? Deuxièmement, nous allons passer d'une Europe de la coopération interétatique à une Europe de l'intégration, avec la majorité qualifiée sur la plupart des grands sujets, y compris l'immigration. Et je suis très fier d'avoir mené cette campagne, un peu comme Don Quichotte à Lépante, parce qu'avec mes amis, Guillaume Pelletier,
Christophe Baudouin, Georges Berthu, on a levé 2 lièvres, en fait. Le premier, c'est la directive Bolkestein, le plombier polonais, c'est moi. En fait, c'était l'idée qu'un prestataire de service relevait des dispositions de son pays d'origine et non pas du pays d'accueil. Donc, c'était la disparition des artisans français. Et deuxièmement, j'en parle devant Patrick Poivre d'Arvor, le grand journaliste français qui a organisé ce débat, la signature de la Turquie. Abdullah Gül, qui signe en cachette le traité constitutionnel. Bon. Alors, quelle est la signification du nom à l'époque? Elle est double. D'abord, elle est juridique. Il n'y aura pas d'État fédéral, puisqu'en fait, qui dit constitution dit État. C'était ça la nouveauté. C'était ça la novation. Une constitution pour un État fédéral. C'était le passage à l'État fédéral. Donc il n'y aura pas d'État fédéral. Et deuxième conséquence, ou plutôt deuxième observation, pendant toute la campagne, on a eu 95% des éditorialistes pour le oui, 95% des médias pour le oui, 95% des autorités morales, spirituelles, culturelles et autres pour le oui. Le cercle de la raison s'est abattu sur nous, nous a désignés du doigt comme des brebis galeuses. Et la plupart des gens qui étaient pour le non partaient furtivement avant la fin de la campagne, parce qu'ils étaient désignés à la vindicte. Et donc la conséquence, c'est que est né le mot souverainisme à ce moment-là. J'ai l'honneur de l'avoir porté le premier devant l'Académie des sciences morales et politiques. Le mot souverainisme, c'est-à-dire la définition du souverainisme, c'est-à-dire la défense de la souveraineté nationale face aux hégémonies et aux empires, et la défense de la souveraineté de l'État face aux féodalités. La définition du souverainisme. Je ne savais pas à l'époque que le souverainisme connaîtrait une telle fortune, puisqu'aujourd'hui, tout le monde se dit plus ou moins souverainiste. Et puis, est apparu un autre mot, le mot populiste. C'est-à-dire que le cercle de la raison, à ce moment-là, nous a désignés en disant « c'est les populistes ». En d'autres termes, s'est ouverte une fracture qui n'a cessé de s'agrandir entre les élites mondialisées, de plus en plus déconnectées, décrochées du peuple, et le peuple qui, lui, regarde cette Europe du traité de Rome, puisqu'ils ont remis ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il faut que les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette histoire m'écoutent avec la plus grande attention, téléspectateurs et auditeurs d'Europe 1. Donc, il y a le nom. Bon, ils sont consternés, évidemment. Nous, on boit le champagne. Et on se dit, ça y est, rien ne sera plus comme avant. Et puis, en 2007, on nous dit, il y a un mini-traité. Voilà. Et les deux chambres se réunissent à Versailles. J'y étais. C'était horrible. Et votent le fameux mini-traité, qui était en fait la Constitution refourguée, avec la supériorité du droit européen sur le droit national et toutes les compétences qui arrivaient, dont la compétence immigration, plus la Charte des droits fondamentaux, qui impose la discrimination positive et qui empêche toute critique de la politique migratoire, etc., etc. Donc, un coup d'État légal. Et c'est, à mon avis, de ce moment que date la grande incompréhension, le fossé qui n'a cessé de s'élargir. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas ne pas y faire allusion, on est devant à la fois une fuite en avant et un simulacre. La fuite en avant, c'est l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'elle constate qu'elle n'a pas pu tenir ses deux promesses.
la première promesse, c'était l'Europe puissance. Bon, il n'y a plus un Français qui croit à l'Europe puissance. Il n'y a plus que Macron et Merz. L'Europe puissance. On est un nain politique. On est les vassaux, on est un État vassal, le vassal des Chinois, le vassal des Américains et le vassal démographique de l'Afrique. Donc, tout le monde se sert. On n'existe plus. C'est ça l'Europe aujourd'hui. Donc promesse trahie. Deuxième promesse trahie, et ça c'est plus important et plus subtil, c'est la guerre. Il nous disait à l'époque, si vous voulez qu'on prolonge la paix, il faut faire le traité de Lisbonne. Il faut ratifier la Constitution européenne. L'Europe, c'est la paix. Et bien aujourd'hui, l'Europe, c'est la guerre. Et pourquoi l'Europe, c'est la guerre? Parce qu'ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre, pourquoi? Parce que Van der Leyen, Macron et les autres considèrent que pour faire une Europe complètement fédérale, il faut non seulement transférer des compétences déléguées, la compétence de la compétence, donc en allant plus loin que les compétences déléguées, mais surtout transférer la dernière compétence, la compétence ultime, le droit de déclarer la guerre ou de faire la paix. Et ils pensent, tous ces européistes, et c'est pour ça qu'ils vont tous en Ukraine en ce moment, ce sont des ukrainophiles tacticiens. Parce que c'est en Ukraine que ça se joue, parce qu'en étant ukrainophile, on va vers la guerre. Et il faut la guerre pour fédéraliser l'Europe, en fait. C'est ça qu'ils pensent, les européistes. Et tous les hommes politiques qui sont ukrainophiles aujourd'hui, en privé, ils vous disent, croyez-moi, il nous faut la guerre. Il faut la guerre avec la Russie. Parce que c'est grâce à cette guerre avec la Russie qu'on pourra faire enfin l'Europe fédérale. C'est la dernière compétence qui manque à l'Union européenne. La dernière compétence. Et j'ai dit un simulacre. La fuite en avant pour l'Europe, donc vers la guerre. On va vers la guerre, ils veulent la guerre. On est déjà presque belligérants en mettant 90 milliards sur la table. C'est nous qui armons l'Ukraine. Donc il y a un moment donné où la Russie va s'énerver. Or, ce n'est pas notre guerre, c'est une guerre entre le peuple russe et le peuple ukrainien. Ce n'est pas notre guerre, je le redis. Voilà. Vous avez remarqué que dès qu'on dit ça, on est soupçonné d'être un militant pro-russe. J'ai vu ça dans la presse cette semaine. Oh, du calme. OK. Bon, l'amitié franco-russe, ça date du plus haut Moyen-Âge. Et de toute façon, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, comme le disait le général de Gaulle, c'est la géographie qui s'impose à l'histoire. Et donc, il faudra bien qu'un jour, on reparle avec la Russie. Parce que sinon, c'est la fin de l'Eurasie pour nous et on sera une petite Europe qui est comment dirais-je, qui est une peau de chagrin. Le simulacre, c'est quoi? C'est les hommes politiques qui font mine d'avoir le pouvoir. Et pourquoi la campagne présidentielle est si nulle en ce moment? Enfin, elle n'existe pas. Parce qu'on parle sur des choses dont les politiciens savent très bien que ça ne dépend pas d'eux. Par exemple, si on veut baisser la TVA sur l'essence, ils savent très bien, les politiciens, que ce n'est pas possible, qu'il faut l'autorisation de Bruxelles. On nous parle des ZFE, ils savent très bien que les ZFE, c'est indispensable, sinon il faut payer 4 milliards à l'Europe. Et les paysans qui nous écoutent, qui nous regardent, savent très bien ce que ça veut dire le Mercosur. Ce n'est pas nous qui l'avons négocié et ça ne dépend pas de nous. Et le marché de l'électricité pour les artisans, ça ne dépend pas de nous. Là, en ce moment, on a voulu relancer quelques centrales nucléaires. Et qu'est-ce que j'ai lu dans la presse hier? Qu'il y a une enquête de Bruxelles pour savoir si c'était possible. Donc, quelques domaines que ce soit nous échappent. Et les politiciens français, je l'ai dit et je le répète ici, quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il n'a plus que des larmes à verser. Et c'est celui qui pleure le mieux qui sera élu. Je voudrais qu'on revienne sur une dernière séquence, une dernière archive, toujours concernant le 29 mai 2005, parce que vous avez dit quelque chose d'important. À l'époque, 95% des médias étaient pour le oui, 95% des politiques étaient pour le oui, 95% des autorités morales étaient pour le oui, et il y avait un trouble-fait
qui est désormais sur ce plateau, 21 ans plus tard. Et je vous propose cette séquence. Vous êtes une nouvelle fois sur un plateau télé. Là, cette fois-ci, c'était Arlette Chabot qui présentait. Michel Barnier, Daniel Cohn-Bendit. Et vous avez le malheur de présenter le traité que vous avez dans les mains avec cette idée ou non. Est-ce que si vote de la Constitution, est-ce que la prochaine étape, c'est la discussion avec la Turquie pour intégrer ou non l'Union européenne? Mais vous n'aviez pas le droit de prononcer ça. Vous êtes un fou, Philippe de Villiers. Regardez. Disons les choses très clairement, la Turquie n'est en rien concernée par ce traité. Et si les négociations avec la Turquie aboutissent... Non mais d'abord, est-ce qu'elle s'ouvre? Laissez-moi terminer. Est-ce qu'elle s'ouvre, Michel Barnier, au mois d'octobre? Nous n'avons pas le traité. Nous n'avons pas le traité. Si le oui l'emporte, ou si le non l'emporte, plutôt, est-ce que les négociations ne s'ouvriront pas? C'est ce qu'il dit, je pose la question. Elle a quand même signé l'acte final. Non, elle a signé un protocole. Non, l'acte final. Elle a signé un protocole où ils étaient observateurs. L'acte final. François Bayrou a envie de répondre derrière. Alors, Michel Barnier, je vous pouvez répondre. Mensonge incroyable. Tous les Français qui nous C'est regardent. l'acte final où il est dit qu'ils ont signé un protocole où ils étaient observateurs. François Bayrou dit en observateur. Regardez, non, mais attendez. L'acte final. Arlette Chabot. Attendez, la page 165. Je ne trouve L'acte. Arlette Chabot. Attendez, laissez-le Comme la finir. Roumanie et la Bulgarie, Je peux non répondre pas à la comme page. États membres, mais Oui, comme l'acte final. observateurs. Arlette Chabot, vous pouvez lire là. Attends, c'est pas la peine de demander à moi. Si vous parlez tous en même temps en me faisant le témoin, ça sert à rien. Attendez, je Michel demande Barnier, à la caméra la de question... venir se Oui, mais poser moi, sur l'acte final. Écoute, L'acte c'est une final. saloperie, C'est une l'instrument saloperie juridique. incroyable qu'elle était en train de faire. C'est Ce une- n'est pas vrai. C'est une saloperie. C'est un protocole qui maintiens est de la manière mais la non. plus sereine. C'est vraiment- Et la c'est plus ignoble. tranquille. C'est ignoble de L'acte faire final, ça aux c'est l'instrument téléspectateurs. juridique Alors, qui autant Yann, identifie la ça, pensée. c'est Oui, Et vous avez vous la parlez entendu, ça sert à rien. C'est la Alors, composition des pays et vous avez la Turquie. Voilà. Michel Barnier, est-ce La que je peux vous... Turquie figure dans ce texte envoyé aux Français. Michel Barnier, est-ce que la Turquie ne figure pas dans ce texte? Philippe de Villiers, je trouve que On se calme. ce que vous faites Ça me n'est gêne pas... parce que la question de la Je Turquie, trouve que ce vous que pouvez vous pas la faites- Allez, passer par ferme-la terre. maintenant, ça suffit. hein. Alors, ne vous Ça énervez suffit pas. maintenant. Philippe de Parce que Villiers, moi, je vais me mettre en rogne, parce que des mensonges comme ça, j'ai jamais vu ça. Philippe de Michel Villiers, Barnier, vous répondez. Je vais prendre un pavé comme en 68. Philippe de Oui, ça te Villiers, ferait du bien, ça te ferait du bien, ça te Alors, Michel rafraîchirait Barnier, la tête. est-ce que... Extraordinaire. Allez. Et vous Alors, avez eu François Bayrou qui cite, parce que vous parlez de la Turquie, et sur l'autre table, M. Bayrou disait, mais la Bulgarie, la Roumanie, aujourd'hui, où sont les Bulgares alors, les Roumains là, c'est un peu confus. À l'image. Totalement, c'est bon, c'est clair. Hein. Je vais prendre un pavé, on l'a bien non, entendu. donc vous avez compris qu'en fait, ils ont fait signer la Turquie en douce et ils ont envoyé le document par mégarde à tous les Français. C'est une opération de Juppé. Et moi, avec Guillaume Pelletier, quand on découvre ça, la signature de Abdullah Gül, 24 octobre 2004, je me dis, mais c'est pas possible qu'ils mentent à ce point-là. Je leur sors le document, et là, c'est la panique dans le troupeau. Le cercle de la raison perd le contact avec le réel, et parce que le mensonge est avéré. Voilà, c'est un club de menteurs. Et aujourd'hui, ils continuent tous à nous mentir. Vous voyez, et c'est pour ça que je dis Frexit. Je prononce le mot pour la première fois. Il faut partir. Vous l'avez déjà parce que prononcé. c'est une Europe. Non, j'ai dit il faut sortir de l'Union européenne. Bon, mais ça porte un nom, comme le Brexit, le Frexit. C'est-à-dire que ce que je dis là, peut-être on va pas le faire tout de suite, mais de toute façon c'est comme ça que ça va se terminer parce que les peuples n'en peuvent plus et c'est maintenant une question de moi en fait, parce que plus on laisse faire cette Union européenne, plus elle nous nargue. Alors vous avez toute la presse française, tous les médias français, vous avez tous les hommes politiques français, toutes tendances confondues, qui poussent à la mêlée pour que les Français ne voient rien, pour que les Français restent inconscients et qui continuent à croire à cette promesse qui a porté un cauchemar. Eh bien, moi, je dis, rien que pour ça, je suis content d'être là à CNews avec vous. Ah bah, ça Et me fait pour dire plaisir. à tous les Français qui nous écoutent et qui nous regardent, il faut qu'on retrouve notre pays. Il faut qu'on retrouve la maîtrise de nos lois, la maîtrise de nos frontières, la maîtrise de notre justice, la maîtrise de notre agriculture, de notre industrie, de notre énergie.
Il faut que la France se retrouve elle-même, qu'elle retrouve sa fierté, sa grandeur, son rang de puissance mondiale. Et moi, ce que je dis, c'est qu'un pays, quand il se retrouve dans la solitude de ses accomplissements millénaires, il se refait très vite. Il refait des tissus conjonctifs très vite. Si demain, par exemple, on disait on a une agriculture indépendante, vous verriez qu'en quelques années, on a à nouveau la première agriculture de l'Europe. Et vous savez ce qui me rassure, c'est que vous n'avez pas pris un pavé sur la tête, sur le plateau il y a 21 ans. Peut-être que ça peut arriver dans les prochains mois, faites attention, hein. C'est Daniel Cohn-Bendit qui vous a menacé, la jurisprudence du pavé sur la tête. Mais attendez, et Cohn-Bendit, là, ouais. Regardez le plateau, là. Là, il y a tout le monde. Attendez, oui, c'est la grand-messe. Oui, mais là, on est dans une allégorie, là. Est-ce que vous avez vu l'allégorie? C'est, en fait, bourgeois bohème, bobo. Oui. C'est mai 68, c'est libéral, libertaire. No border, no limite. No border pour faire du commerce, le capitalisme mondialisé, et no limite pour pouvoir déstructurer l'être humain, la famille, etc. Vous voyez? Donc en fait, entre Cohn-Bendit et Barnier, il y a un point commun. Ils ont tout détruit ensemble. Écoutez, ça va leur faire plaisir. Et puis, la particularité, c'est qu'il y en a un des deux qui s'est retrouvé à Matignon il y a peu de temps. Même deux, avec François Bayrou. Autre sujet, à présent, Philippe, puisqu'il nous reste encore une quarantaine de minutes. Il y a quelques jours, les chiffres du chômage sont tombés. Et c'est un sujet essentiel, bien sûr, pour les Français. C'est un sujet également essentiel pour vous. J'en veux pour preuve votre campagne de 1995 qui était tournée sur le chômage, sur l'emploi des jeunes. C'était votre priorité. Les chiffres du chômage viennent contredire la promesse d'Emmanuel Macron qui, dès 2017, mais également en 2022, appelait de ses voeux le plein emploi. C'était l'objectif d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter deux séquences. On est en 2022. Une avant le résultat de la présidentielle et une après, où il assurait en quelque sorte cette idée du plein emploi. Je pense qu'une augmentation arbitraire par la voie légale du SMIC, elle n'est pas bonne compte tenu du défi de notre pays. Nous, notre défi, c'est d'aller vers le plein emploi. Si on augmente unilatéralement le SMIC, eh bien la réalité, c'est qu'on va plutôt détruire de l'emploi et on favorisera ceux qui en ont déjà un ou qui ne sont pas en situation de fragilité. Nous sommes un pays qui, pendant des décennies, a connu le chômage de masse. Ça laisse des traces. Et moi, le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi. Parce que je pense que ça change la vie d'une nation. Ça change le rapport à l'éducation, à la formation, au travail. Ça change le moral des troupes, si je puis dire, dans un jour comme le nôtre. Geoffroy Lejeune. Alors, cher Philippe, pensez-vous que cette mauvaise nouvelle sur le chômage est due à la crise pétrolière qu'on est en train de vivre en ce moment, ou est-ce qu'il y a des causes structurelles plus profondes et plus anciennes? Alors moi, je pense que l'économie française est asphyxiée par trois nœuds coulants. Premier nœud coulant, on peut appeler ça la courbe de l'affaire. Les économistes spécialistes savent ce que c'est que la courbe de l'affaire. C'est une cloche, en fait, qui veut dire qu'il y a un optimum fiscal. C'est-à-dire que si vous voulez tondre le mouton, il ne faut pas le tondre trop longtemps et trop souvent, sinon vous l'écorchez. Et il rend plus de laine. Bon, c'est un peu notre situation. Vous vous rendez compte que Agnès Verdier-Molinier disait avant-hier dans son édito du matin, qui est toujours remarquable, qu'avant de commencer, l'entreprise, le 1er janvier, elle sait qu'elle va devoir payer au total 100 milliards de CVAE, c'est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 100 milliards, impôt de production. C'est-à-dire qu'en fait, on a le record du monde des prélèvements, on a le record du monde de la dette, on a le record du monde du déficit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous avez la sphère publique qui consomme de la valeur, de la richesse, et qui étouffe la sphère privée qui produit la valeur et la richesse. Donc ça ne peut pas coller, ça ne peut pas durer. Deuxième nœud coulant, c'est le nœud coulant des hydrocarbures. L'affaire d'Ormuz, le détroit d'Ormuz, c'est comme un caillot sur une artère jugulaire. Mais surtout, c'est un révélateur de notre inconscience, de notre incompétence, de l'inconscience de la classe politique. En 1973, quand il y a eu le premier choc pétrolier, le plan Mesmer a été remarquable. Et les présidents qui ont suivi ont continué ce plan. Ce plan, il est
installé sur un diptyque, centrale nucléaire, une cinquantaine à l'époque, hydroélectricité. Et là, qu'est-ce qu'on a fait depuis plusieurs années avec Hollande et Macron? On a fait l'inverse. On a sacrifié le nucléaire avec la fin de Fessenheim, etc. Vous connaissez l'histoire. On a voulu lancer les énergies intermittentes qui coûtent cher et qui ne marchent pas. On s'est fâché avec les Russes. On a accepté ce que les Américains nous demandaient. Les Américains qui font du gaz de schiste, qui cherchent à vendre leur gaz de schiste, nous ont dit sanctions contre la Russie, sanctions. Donc on s'est coupé du gaz russe et du pétrole russe, qui était 4 fois moins cher et 4 fois moins polluant que le GNL américain. Et maintenant, on consomme du gaz et du pétrole américain. C'est vraiment... Salut l'artiste, le genre de pipeau du Titanic, là, de Mozart de la finance. Bon. Et puis, en même temps, autre chose qu'on ne dit jamais, pour faire plaisir aux écolos, on a interdit par une loi en 2011, puis en 2017, la recherche en hydrocarbures au large de la Guyane. Et on a interdit la fracturation hydraulique sur le territoire français, sous prétexte de décarbonation, etc. Et on n'a rien fait pour la géothermie, qui est une ressource d'avenir. Il suffit de creuser un petit peu pour avoir une énergie infinie. Alors voilà, on a tout faux. Deuxième nœud coulant. Et le troisième nœud coulant, c'est le plus grave. C'est le nœud coulant de l'offre compétitive et du travail. Je ne donnerai un seul chiffre. Nous ne produisons que 36% des produits manufacturés que nous consommons. Et là, on revient à l'Europe. C'est qu'en fait, on a mis tous nos œufs dans le même panier avec un panier européen, c'est-à-dire une Europe qui n'est pas un espace de production, qui n'est plus un espace de production, mais qui est un espace de consommation. Réfléchissez à ça. Et deuxièmement, un espace de consommation qui n'est pas protégé. C'est le seul espace du monde qui n'est pas protégé. Parce que le mot douane, avec le cercle de la raison, c'est encore un péché sémantique. Voilà. Autre sujet à présent, on va parler de la GPA, la gestation pour autrui. Gabriel Attal a annoncé, vous le savez, Philippe de Villiers, sa candidature à l'élection présidentielle. Il a aussi insisté sur un des points de son programme, la légalisation de la gestation pour autrui, ce qui n'est pas du goût de la porte-parole du gouvernement, Maude Brejon, qui est pourtant... Maude Brejon dans le même parti que Gabriel Attal. Elle considère que elle y est extrêmement défavorable, que c'est une mesure qui, à ses yeux, va à l'encontre du féminisme que l'on doit porter en 2026. C'est un point sur lequel, s'il est confirmé, je suis en total désaccord, dit-elle. Je ne sais pas ce que signifie éthique, la maternité, la parentalité. C'est quelque chose de très personnel. Je ne comprends pas dans quel cadre on imagine pouvoir mettre à disposition le ventre des femmes, que ce soit rémunéré ou pas. Geoffroy. Que pensez-vous, Philippe, de cette proposition de Gabriel Attal de légiférer sur la GPA? C'est la machine à cran qui continue. En 1974, il y a eu l'avortement, et on nous a expliqué, oui, mais ce sera que dans des cas exceptionnels, on va protéger la vie, et surtout on va protéger la famille, un homme et une femme, et des enfants. Et derrière, on a eu le Pax. Et quand on a eu le Pax, on nous a expliqué, oui, mais on s'arrêtera là. On n'ira pas au mariage pour les couples homosexuels. Et on a eu le mariage pour tous, 2013. Mais là, on nous a dit, attention, mariage pour tous, oui, mais jamais l'adoption. Et on a eu la PMA, l'adoption. Et maintenant, on a un Premier ministre qui est en campagne. Je félicite Maude Brejon pour son courage et son communiqué qui est très fin, très subtil et très juste. Un Premier ministre qui en fait un article clé de son programme. Alors, qu'est-ce que la GPA? J'ai écouté récemment une des incarnations de la chaîne, Marie-Estelle Dupont. Cette femme est sublime. Ce qu'elle a dit, c'est remarquable. Je ne vais faire que le reprendre. La GPA, c'est en fait la marchandisation du vivant. C'est-à-dire, en fait, c'est la vente d'un enfant. C'est-à-dire un bébé conçu et prévendu pour être arraché à sa mère
à son premier souffle, avec une mère, la femme, qui devient un incubateur humain avec tous les risques que ça comporte. Quant à la GPA éthique, parlons-en de la GPA éthique. La GPA éthique, c'est une imposture. Pourquoi ? Parce que la neuroscience, la pédiatrie, l'embryologie, dans leurs études les plus récentes, ont démontré, et ça change tout, que la femme qui porte l'enfant conserve pendant 27 ans des tissus de l'enfant. Et donc, c'est ce qui crée ce lien pendant la grossesse entre la mère et l'enfant. Voilà pour la GPA éthique. En fait, je vais vous dire, c'est très simple. Il se dit progressiste, Attal. Il nous précipite dans l'abîme, lui aussi, comme tant d'autres. Nous assistons, impuissants, à la déshumanisation du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. On a complètement perdu la notion de la famille. On est dans une hérésie anthropologique sur le père, la mère. On voit ce que c'est qu'une société sans père, une société sans mère, une société sans filiation. Et en fait, le progressisme, c'est un exotisme qui fabrique un homme sans parenté, créancier et débiteur du vide. Parlons de la sécurité à présent, parce que ça va être le sujet du week-end, bien sûr. Demain, Paris sera une capitale à défendre, soir de finale de Ligue des Champions. Philippe de Villiers, beaucoup de responsables politiques craignent ce qu'ils appellent des débordements après la rencontre. C'est un euphémisme, car tous les observateurs se souviennent de la soirée de chaos il y a un an. Je vous propose d'écouter Laurent Nunez, parce qu'on a vu ce que pouvait être une soirée historique, footballistique, festive, avec Lens la semaine dernière. Et on espère vivre la même chose ce week-end. Écoutez Laurent Nunez. Sur la chaîne que vous représentez, on parle beaucoup de la célébration des Lensois, mais nous savions qu'à Lens, les choses allaient bien se passer. Et nous savons qu'elles pourraient moins bien se passer pour une célébration du Paris Saint-Germain. Parce que parfois, vous n'avez pas le même public. Parfois, vous avez sur ces célébrations à Paris un public qui vient, une minorité de personnes, quelques centaines de personnes, mais qui viennent pour créer le désordre, faire en sorte qu'il y ait des débordements. Ça n'est pas tout à fait le même public, effectivement. Alors nous, on se prépare. Ça va être très court. Geoffroy Lejeune. C'est une question pour le supporter d'Arsenal que vous êtes. Comment appréhendez-vous cette soirée, Philippe ? Il est supporter d'Arsenal ? Mais non, c'est une plaisanterie. Il y a plusieurs coins de France. On a vu ça cette semaine. Il y a un coin qui rit, à Bègle, Bordeaux, le canon à la main, dans le meilleur esprit français, rugby. Il y a un petit coin de France qui prie, et qui médite, et qui supplie, à Chartres, les 20 000 pèlerins. Et il y a un coin de France qui exulte à Lens. Ça m'a beaucoup frappé à Lens, comme chacun d'entre nous. Ils sont là, coude à coude. C'est une vague humaine, une marée humaine, sang et or, qui se retourne vers un monde révolu, qu'ils chantent. Le nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Et ils chantent ce monde révolu de la mine, du grisou, des terrils, qui sont leurs montagnes, avec le papa qui part le matin, qui reviendra en gueule noire le soir, le visage noirci, qui part le matin avec sa petite cage, avec un colibri dans la cage pour aller au fond de la mine, parce que le colibri, c'est la sentinelle en cas de suffocation. Et il chante Bachelet et notre enfance était heureuse. Ils ne demandent rien d'autre, ils ont la victoire, ils ont la fierté retrouvée. La fierté des frères Lèche, etc. Vous n'avez pas connu ça, mais j'ai connu moi. Je me souviens quand je faisais des meetings à Lens, on m'offrait, ils ne savaient pas quel cadeau m'offrir, et ils disaient on lui offre le maillot. Et chez moi, j'ai des maillots du Racing Club de Lens. Magnifique. Alors, évidemment, on pense à ce qui va se passer demain. Et déjà, comme dirait mon petit-fils, j'hallucine.
on est à 1500 km d'un match de foot. Et on a 22 000 policiers. Le monde entier nous regarde avec effarement. Et ils font répéter nos journalistes. Pas à cause de la barrière de la langue, mais parce qu'ils disent, non mais attends, ce peuple est fou, quoi. Leurs dirigeants sont fous, la peur. Ils cherchent à faire reculer les voitures de police, comme pour la demi-finale. Et enfin, troisième geste de conquête invasive, c'est le plus lourd, le plus important. C'est le jeu des consignes de la préfecture de police et du ministre de l'Intérieur. Restez chez vous. Ce mot-là, comment dirais-je, ce commandement impérieux, cette instruction donnée à tous les Parisiens, restez chez vous. Ça veut dire, la rue n'est plus à vous. Vous n'êtes plus chez vous. Si on dit restez chez vous, c'est parce que vous n'êtes plus tout à fait chez vous. Alors on voit les commerçants, là tout à l'heure je voyais des contreplaqués partout. Ah, les fabricants de contreplaqués sont ravis. Pour se protéger, et les gens vont se calfeutrer, les Parisiens vont se calfeutrer et attendre. Et attendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rester chez vous, ça veut dire que le chez-soi change de résident, que le souverain change de titulaire. Et c'est le passage qu'on avait prédit du confinement sanitaire, bien connu hélas de nos services, au confinement sécuritaire. C'est le début du confinement sécuritaire. Voilà ce qui est devant nous, voilà ce qui est derrière nous. Et en fait, je voudrais dire à tous ces politiciens qui nous gouvernent ou qui font mine de s'opposer, vous êtes tous coupables, tous responsables, tous complices. Parce que la politique de la ville, c'est vous. C'est une faillite. Vous avez supprimé le mot assimilation. Vous parlez maintenant de l'intégration. C'est un crime. Il n'y a pas d'intégration, il y a une désintégration. Vous avez parlé d'insertion, vous avez parlé de société inclusive, le rapport Thuot en 2003, société inclusive. Je t'en foutrais de la société inclusive. Et on a aujourd'hui un climat de pré-guerre civile. Philippe de Villiers, parlons du pape à présent et de l'intelligence artificielle. Pour tout vous dire, jamais je me serais imaginé de vous poser la question autour et de l'intelligence artificielle et du pape. Léon XIV a choisi de publier son encyclique sur l'intelligence artificielle, c'était le 15 mai dernier, à une date considérée par lui comme symbolique. Avant de vous donner la parole, Philippe de Villiers, Pascal Praud cette semaine en a parlé longuement. Il a reçu un spécialiste de l'intelligence artificielle qui voit à travers l'intelligence artificielle une sorte de fin de civilisation. Je vous propose d'écouter Laurent Alexandre. Le pape a raison, on débute une réflexion philosophique, religieuse pour les croyants, existentielle, politique sur ce sujet. Quel va être notre rapport avec l'intelligence artificielle au moment où, comme l'explique le créateur des intelligences artificielles modernes, Geoffrey Hinton, le prix Nobel de physique, nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre, mais nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre derrière l'intelligence artificielle. Ce moment est un moment fondamental dans notre histoire et c'est pour ça que le pape a choisi ce moment de notre dépassement global par l'intelligence artificielle pour prendre position sur la place de la dignité humaine par rapport à l'intelligence artificielle qui nous dépasse maintenant. Geoffroy Lejeune. Alors, le pape a choisi le 15 mai pour signer cette encyclique, date symbolique. Pourquoi, selon vous, est-elle symbolique ? Alors, elle est symbolique parce que le 15 mai, c'est la signature de l'encyclique du pape Léon XIII, qui s'appelle Rerum Novarum. Et cette encyclique, en fait, elle a défrayé la chronique au XIXe siècle, parce qu'elle a fondé ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église. Et elle a mis en garde le monde contre les méfaits de la dissociation du capital et du travail, à l'époque de la révolution industrielle. Le pape protège les pauvres, les plus pauvres, ceux qui sont les victimes du capitalisme prédateur et du socialisme collectiviste. Et donc, dans cette encyclique, il renvoie dos à dos le capitalisme libéral, le renard libre dans le poulailler libre, et le socialisme collectiviste, c'est-à-dire l'appropriation collective des moyens de production. Et il a
une phrase clé qui rétablit l'idée de la propriété au sens traditionnel, non pas l'article 544 du Code civil, le droit d'abuser, d'user, etc. La propriété manifeste la priorité ontologique et téléologique de l'homme sur la société, mais elle ne se justifie que si elle a une fonction sociale, c'est saint Thomas d'Aquin. Et là, en fait, il met ses pas dans les pas des catholiques sociaux qui ont été les premiers, avant Karl Marx, à dénoncer les enfants dans les usines, notamment le docteur Villermé, le Play, la Tour du Pain, etc. Et cette encyclique, on en parle encore aujourd'hui. Et donc, en fait, là, ce qu'il a dit, le pape, c'est très courageux, c'est très fort, d'expression incroyable, désarmer l'IA. Ça veut dire, vous pouvez en faire un outil, mais pas une arme. Or, c'est le danger. L'intelligence artificielle est-elle, selon vous, une opportunité ou un danger pour l'humanité, Philippe de Villiers ? Alors, d'abord, je voudrais faire deux observations pour répondre à votre question. La première, c'est que sur le mot intelligence artificielle, c'est un mot curieux, une expression curieuse, parce que, en fait, c'est un oxymore, puisque ce qui est artificiel, c'est ce qui est créé, programmé par l'intelligence humaine. Bon. Ensuite, deuxième observation, dans toutes les ruptures technologiques dans l'histoire de l'humanité, le réflexe a été toujours le même. Il y a deux tentations. Il y a la tentation démiurgique, la techno-béatitude, et la tentation amish, la technophobie, le repli sur la communauté où on s'enferme contre l'idée du progrès. Platon raconte que Socrate, lorsqu'il a vu arriver l'écriture, était très inquiet parce qu'il disait que ça va éroder la mémoire. Donc c'est vieux comme l'histoire, comme les Grecs et les Romains. Seulement là, je ne suis pas d'accord avec ceux qui font l'assimilation entre l'imprimerie et l'intelligence artificielle. On est sur une différence de degré, mais aussi de nature, avec des conséquences très lourdes. C'est-à-dire que ce n'est plus le mythe faustien de l'homme qui veut dérober la vie, ce n'est plus le mythe prométhéen de l'homme qui veut dérober le feu, c'est le mythe du savant fou, de Frankenstein, une tentative de recréation de l'homme, et en tout cas, la créature qui échappe à son créateur et qui, après l'avoir domestiqué, le menace. C'est ça le résumé de l'intelligence artificielle aujourd'hui, en ses dangers. Alors le premier danger, c'est évidemment la crainte d'un futur dystopique. Est-ce que c'est l'homme qui va contrôler la machine ou la machine qui va contrôler l'homme ? Sam Altman, le créateur de ChatGPT, a un mot d'esprit qui me paraît très juste. Il dit « Nous autres, les hommes, désormais, nous savons que nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente sur cette terre, derrière l'intelligence artificielle. » Et donc là, il y a la question qui se pose, est-ce que nous allons pouvoir préserver notre autonomie intellectuelle et psychique ? Est-ce qu'on ne va pas être complice de ce qu'on pourrait appeler une délocalisation cognitive ? C'est ça le danger. Ensuite, il y a la question de la destruction, du pouvoir de destruction sans limite de l'intelligence artificielle. Destruction sociale. C'est-à-dire que la loi de Schumpeter ne marche plus. La loi de Schumpeter, c'est la destruction créatrice. Ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que là, le travail va devenir de plus en plus rare et dans des fonctions peu lucratives. Pourquoi ? Parce que comme l'ont très bien dit Laurent Alexandre et Olivier Babot, qui sont deux esprits éminents sur cette question, en fait, on est devant deux révolutions qui se recoupent. La révolution de la robotique et la révolution de l'intelligence artificielle. Pourquoi elles se recoupent ? Parce qu'on est en train d'équiper maintenant les robots d'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'en fait, on aura des robots hyper intelligents qui vont entrer dans la vie sociale et qui vont prendre toute leur place avec leur intelligence. Et ça, évidemment, ça change tout. Pourquoi ça change tout ? Parce que la différence entre les métiers intellectuels et les métiers manuels s'efface. Parce que la différence entre capital, travail, s'efface. Pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup de capital et très peu de travail. C'est tellement vrai que les géants
de la Silicon Valley disent il faut prévoir 300 millions de chômeurs et donc il faut un revenu universel parce que la richesse produite permettra de tenir les gens tranquilles chez eux. Bon. Enfin et surtout, ce que craint le pape, et il a raison, et tant d'autres avec lui, c'est l'agenda transhumaniste. L'agenda transhumaniste, c'est quoi? C'est l'idée de fabriquer une humanité nouvelle, une humanité immortelle. C'est-à-dire en fait l'homme hybride, protégé de partout. La post-humanité, qu'est-ce que ça veut dire? La post-humanité, c'est l'hypothèse dans laquelle une intelligence artificielle surhumaine en viendrait à pouvoir s'améliorer elle-même par une démarche récursive et exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le progrès n'est plus contrôlable, le progrès n'est plus prévisible, ça va trop vite pour l'homme. Voilà. Et souvent, en pensant à l'intelligence artificielle, je pense à la réponse. Et la réponse, elle est dans Pascal. Incroyable ce que Pascal a dit. Et c'est loin de nous pourtant. Il a dit, voilà, l'homme est un roseau. Le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers s'arme pour l'écraser. Une nappe d'eau, un petit coup de vent suffit à le tuer. Mais si l'univers venait à chercher à l'écraser, l'homme serait encore le plus noble par rapport à ce qui le tue, parce que lui sait qu'il est mortel, alors que l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Pascal. Après Pascal, on va parler de Mathieu Bock-Côté, qui, dans un livre d'entretien avec Laurent Dandrieux, se dévoile de manière inédite sur ses origines familiales, son engagement passionné pour l'indépendance du Québec. C'est aux éditions Fayard. Vous m'aviez confié, Philippe, que vous aviez lu ce livre et que vous l'aviez dévoré. Pourquoi souhaitiez-vous en parler ce soir, cher Philippe? D'abord parce que j'ai une immense admiration, comme chacun d'entre vous, pour Mathieu Bock-Côté. C'est le seul sociologue du monde que je comprends. Et non seulement je le comprends, mais je l'admire. Ce livre est admirable. Je l'ai lu d'une traite. Et pourquoi pour moi il est admirable? Parce qu'en fait, il y a deux nouvelles France. Il y a celle de Mélenchon et il y a celle de Bock-Côté. Et celle de Bock-Côté est préférable. La nouvelle France de Mathieu Bock-Côté dont il parle, c'est la sienne. En fait, c'est le nom du Québec. 1534, il explique bien dans son livre tout ça. Jacques Cartier, la découverte du fleuve Saint-Laurent, puis 1608, c'est la fondation de Québec, du Québec. Hélas, 1763, la France largue ce que Voltaire appellera les arpents de neige, donc le Québec, l'Acadie et la Louisiane, alors qu'on était la première puissance américaine. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre, et novateur, c'est que lui, l'homme de la nouvelle France, menacé aujourd'hui dans sa souveraineté, dans sa démographie, dans son identité, puisque le catholicisme s'effondre, etc., il nous dit, attention, moi j'ai vécu ça. Et donc, l'homme de la nouvelle France, de l'autre côté de l'Atlantique, dit aux hommes de l'ancienne France, prenez garde, il pourrait vous arriver ce qui nous est arrivé. C'est un chef-d'œuvre. Dernier sujet, Philippe de Villiers. Et c'est un sujet qui vous tenait à cœur, puisque vous souhaitez, pour votre apologue, parler de la fête des mères. Avant de vous donner la parole sur la fête des mères, ce sera le 31 mai prochain, dimanche, je vous propose une archive pour voir comment on célébrait la fête des mères. Il n'y a pas, non pas fort lointain, mais dans les années 80. Regardez, c'est un document de l'INA. Maman chérie, je t'offre un bouquet porté par des oiseaux. Tu es la plus gentille. Je t'aime de tout mon cœur.
j'ai la joie de vivre avec toi. Bonne fête, maman. Est-ce que c'est très important de faire un cadeau à ta maman? Oui. Est-ce que tous les ans tu lui fais un cadeau? Oui. Est-ce que tu y penses depuis longtemps? Oh oui, je pense beaucoup. Et est-ce que tu crois que pour ta maman, c'est important aussi? Oui, c'est très important pour ma maman. Toi, ma maman, tu es le printemps de ma liberté et la gaieté. Tu es si jolie, tu iras au paradis, tu es dans les étoiles et tu dors dans la paille. Tu prépares tes gâteaux et tu aimes les oiseaux. Oh, ma douce maman, je t'aime tant. Bonne fête, maman. Philippe de Villiers, c'était en 86. Oui. Pourquoi la fête des mères ce soir? Parce que la France est notre mère, la mère patrie. Et qu'en fait, comme je l'ai déjà dit ici, mais je vais le dire d'une autre manière, la France est née d'une chanson de geste qui est un sonnet d'amour très particulier, qui est venu jusqu'à nous d'ailleurs, à travers une chanson que vous n'avez pas connue. Vous êtes trop jeune, mais moi que j'ai fredonné quand j'étais petit, sur la France, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, Charles Trenet. Et d'où elle vient cette chanson? Elle vient du fait que la France s'est appelée dès le XIe siècle France la Douce. Et qu'est-ce que ça veut dire France la Douce? Ça veut dire le pays inventeur de la courtoisie. Et qu'est-ce que ça veut dire le pays inventeur de la courtoisie? Ça veut dire la courtoisie qui célèbre avant toute autre nation la domina, ce qui veut dire la dame. La dame, ça veut dire la maîtresse, qui tient sa cour d'amour. La femme, la mère, la fille. Celui qui a le mieux parlé de la fête des mères sous cet angle-là, c'est Charles Seignobos, qui était un grand historien et qui date la naissance de la civilisation européenne du XIIe siècle, quand se sont épanouis en même temps la chevalerie, la courtoisie, le corps des villes et la geste des cathédrales. Et c'est lui qui dit, c'est sous sa plume que j'ai lu cette phrase fascinante, la France est appelée à ce moment-là la dame de haut port et de seigneurie. C'est magnifique. Et Michelet dira plus tard, la France est une femme. Michelet dira, la France est un être moral doué de tendresse. La France est une femme, la France est une mère, la France est une mère aimante. La France est une mère de consolation et de désolation. La France est la patronne, a comme patronne Notre-Dame. La dame éplorée au pied de la croix qui nous prend dans ses bras. Et c'est si vrai que Anatole France, lorsqu'il parle de la langue française, il parle de la langue comme d'une mère. Et Boilem Sansal lui-même dira, la langue française, lui qui est entré en France côté cœur par les mots, la France, la langue française est une langue adoptive. Quand j'étais petit, à la fête des mères, j'ai retrouvé ça dans mes papiers. Un jour, j'ai écrit un petit poème qui n'était pas de moi, qui était de Chateaubriand, pour remercier ma maman de m'avoir donné des racines au bord d'une petite rivière qui s'appelait la Boulogne. Et Chateaubriand qui dit « Combien j'ai douce souvenance du cher pays de mon enfance, ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours de France, ô mon pays, sois mes amours toujours. » Et ma mère me disait toujours quelque chose qui était incompréhensible pour moi. Elle me disait, tu as deux patries, mon petit. La patrie du sentiment qui te prépare à la patrie d'oblation. Et je lui dis, c'est quoi la patrie d'oblation? Tu comprendras plus tard, parce que moi je suis la fille d'un capitaine d'Arexie, qui a été gazé en 14. Et donc il est passé directement du patrimoine de sentiment, de la patrie de sentiment, à la patrie d'oblation, l'oblation d'une vie. Et elle me disait, et elle ajoutait quelque chose que je comprenais, dès l'âge de 8-9 ans. Elle me disait, tu sais,
si tu prends dans ton petit cœur, ton petit pays, plus tard, quand tu seras grand, tu prendras le grand dans ton grand cœur. Une seule mésange te donnera à aimer tous les oiseaux de France. Un seul clocher te donnera à aimer toutes les églises de France, le blanc manteau d'église. Un seul bocage te donnera à aimer tous les bocages de France. Un seul village te donnera à aimer tous les villages de France. Plus tard, j'ai réfléchi à cette idée de la mère patrie dont ont parlé tant de grands auteurs comme Claudel ou Barrès. Mère patrie. En fait, quand on réfléchit bien, et je terminerai par là, nation, patrie, nation, natio, ça veut dire naître. Ça renvoie à la maternité, à la mère. La nation renvoie à la mère. La patrie, terre des pères. Paternité, père. Et donc, en fait, nous sommes les enfants d'une nation, d'une patrie. Nous sommes les enfants d'une mère et d'un père. Nous sommes les enfants d'une mère patrie. Nous devons accueillir en nous cette mère patrie et commencer chaque matin, quand le soleil se lève, par un tout petit acte de gratitude. Merci d'avoir fait la France à tous ceux qui l'ont faite. Merci, maman. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Geoffroy Lejeune. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, évidemment. Un nouveau rendez-vous face à Philippe de Villiers. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Vous voyez, j'ai pensé évidemment ce week-end à ma mère, mais j'ai pensé aussi à vous. Et je ne vous ai pas dit une seule fois dans cette émission, allez Paris, avant la finale de Ligue des Champions. Pas une seule fois, je l'ai dit. Nous n'en avons même pas parlé cette semaine. À tout à l'heure. Ce qu'il y a de bien sur CNews, c'est qu'il y a le pluralisme. Attendez, vous savez pourquoi je dis ça? Non, allez-y. L'autre jour, chez Pascal Pro, un matin, j'ai vu le vêtement de Eric qui était en fait le maillot d'Arsenal. Il est venu en survêt. Et alors Pascal Pro est décomposé. Il lui dit quoi? Et Eric lui dit, et alors? Oui. Et c'est pour ça que le premier argument à l'Arcom qui a été donné, c'est Éric Nolot en survêt d'Arsenal, Pascal Pro en survêt du FC Nantes, vous en survêt du FC Barcelone, et donc certains en survêt du Paris Saint-Germain. Un grand merci à tous, et dans un instant, c'est l'heure des pros. À la semaine prochaine, Philippe.